vas tourner. Bonjour, moi c'est Jeanne. L'intro du podcast. Bonjour, moi c'est Jeanne. Bonjour. Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode du journal d'un bodybuilder. Mais je dis bonjour à tes followers. Je m'appelle Louis Mathieu, je suis étudiant et bodybuilder naturel. Et tout l'intérêt de ce podcast, c'est de te partager les deux côtés de mon quotidien. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir avec moi Madame Jeanne Galisson. Bonjour. Que vous connaissez peut-être ou peut-être pas. Si vous ne me connaissez pas, c'est vraiment, vous manquez. Hein. Mais bon, vous allez apprendre à me connaître. Parce que dans ma communauté, il y a certes des gens de Sciences Po, mais il y a aussi beaucoup de gens qui sont pas du tout liés à Sciences Po. Et oui. Donc vous allez la découvrir dans ce podcast et on va parler, le sujet principal, ça va être de parler, de tourner un petit peu autour de ce qu'est l'échec. Oui, voilà. Exactement. Parce que si j'ai bien compris, Louis Mathieu, pour évoluer dans le bodybuilding, il faut emmener tes muscles à l'échec. Et donc, en fait, le rapport un peu à l'échec, bon, cette fois-ci musculaire, évidemment, parce qu'il y a plusieurs manières de concevoir l'échec, il est un peu très présent, en fait, dans le bodybuilding. Ouais, totalement. Et donc, mais en même temps, aller à l'échec, par exemple, c'est très fatigant. Ouais. De sorte que, voilà, il y a pas mal de... Enfin, on va revenir dessus dans le podcast. Mais déjà, Jeanne, première question, comment vas-tu ? Mais je vais très bien aujourd'hui. Ça va, comment je pourrais aller mal en étant invitée sur ce merveilleux podcast ? C'est vrai, mais quand même jour de reprise de cours aujourd'hui. Ah ouais, c'est vrai. Non, mais je suis assez optimiste pour ce semestre. Déjà, bon, si j'ai bien compris, à Paris, le soleil n'arrivera que fin avril. Mais bon, sujet compliqué. Mais je reste assez optimiste pour cette reprise de cours. Voilà. Pour vous donner du contexte, là à Sciences Po, on a eu une période de break et on a toujours entre les deux semestres des breaks assez conséquents qui permettent soit de faire des stages, soit juste d'être au chômage. Comme nous finalement. Et là, on reprend sur le deuxième semestre de master. Oui, voilà. Exactement. Et toi, comment vas-tu, Louis Mathieu ? Alors moi, écoute, ça va bien. J'ai été à Limoges le week-end dernier, c'était trop cool. Mais oui, ouais. Tu as vu tes copains du bodybuilding ? Ouais, j'ai vu pas mal de gens. J'ai vu Mathieu, du coup, que je suis et qui me suit. C'était très très bien de ce côté-là. Après, j'ai visité plein de salles. Est-ce que tu as vu celui qui fait du coulis de whey ? Oui, c'est lui. Ah bah voilà. Bah enchanté. Bah oui, c'est lui. Exceptionnel. Du coup, j'ai dormi chez lui pendant 2 jours et ça s'est très bien passé globalement. Mais vraiment, on a fait littéralement nos journées, c'était on se levait, on mangeait, on allait s'entraîner, on rentrait, on mangeait. Après, terrible, moi, je vais pas juger parce que régulièrement, là, mes soirées, c'était boire un énorme shot de thé dans une shop de bière, parce que j'adore boire mon thé dans un verre à bière, et faire du tricot. Donc franchement... Ah oui, c'est vrai, je t'ai vu faire du tricot. Oui, je me suis mise à faire du tricot. D'où vient cette nouvelle passion ? Alors, j'avais déjà appris un tout petit peu quand j'étais plus jeune. Attention, je suis loin d'être vieille, mais quand j'étais au lycée, à monter des mailles et faire les points de base. Et je me suis dit, je suis retournée chez mes parents. Et chez mes parents, j'ai tout mon matériel de crafting. Je me suis dit, bon, allez, j'ai une pelote, j'ai des aiguilles, je me remets à faire un peu de tricot. Et franchement, c'est top. Je conseille énormément. Tu devrais m'y mettre, honnêtement, parce que je sais qu'Agatha en fait. Ça peut travailler la dextérité, tu sais. Bah, moi, je n'ai pas de dextérité, mais je me dis ça peut être un peu reposant, tu vois, juste de tricoter de temps en temps. Oui, franchement, c'est hyper reposant. Et c'est utile, on peut faire des choses vraiment merveilleuses. Qu'est-ce que t'as J'adore comment on est parti sur du tricot direct. On va pas du tout parler de l'échec dans le podcast, on va faire un podcast sur le tricot aujourd'hui. Je me suis remise il y a 3 jours, même pas. Hein. Donc j'ai fait un bandeau pour l'hiver, pour les cheveux en laine. Voilà, comme ça me tient les oreilles au chaud et en même temps, je suis stylée en toutes circonstances. Le bandeau orange ? Là, oui. Ah, est-ce que tu veux le montrer Attendez, Bon, les amis qui sont sur Spotify, je suis désolé. C'est la raison pour laquelle il faut venir voir les épisodes sur YouTube. Oui, ou sinon regardez les vidéos sur Spotify. Parce que Ah oui, c'est vrai, il y a les vidéos sur Spotify. Bah là, bon attention, j'ai peur du bruit pour le micro. Mais là, vraiment les amis, vous prenez 2 secondes et vous regardez la vidéo Spotify. Je me demande d'ailleurs si c'est insonorisé. Probablement pas. Oui, effectivement. Bon, c'est pas très grave, ils vont profiter du podcast avec nous. Nous, on est vraiment dans le partage, hein, les amis. Faut vraiment pas hésiter.
Voilà. Je sais pas si vous voyez. Attendez, je me rapproche comme ça, vraiment, vous avez un plan. Voilà, faut imaginer. Je vous montrerai ce que je fais comme outfit avec sur mon compte TikTok. Mais du coup, Jeanne, tu Oui. ne t'es pas présentée. Qui es-tu? Effectivement. Eh bien, je suis Jeanne. Oui, Voilà. Non. merci. Je suis Non, je suis pleine d'énergie. Qu'est-ce que je suis d'autre? Non, je suis étudiante à Sciences Po en master Affaires européennes avec Louis Mathieu. Moi, je suis en spécialité administration publique. C'est peut-être pas ce qui me définit le mieux, hein. Franchement, Non, je suis effectivement. peut-être ce qui a le plus éloigné de l'administration publique, mais voilà. Sinon, bon, je suis aussi influenceuse en carton. C'est vrai. Voilà, je fais quelques petites vidéos sur TikTok, voilà, même un peu Insta, mais bon, mon compte est privé, donc peut-être que si vous êtes gentil, je vous accepterai, mais mais voilà. Et qu'est-ce que je suis de plus? Je ne sais pas. Je danse, je fais du tricot, je fais du collage. Enfin bref, voilà, j'aime bien expérimenter la vie. Et je suis une inconditionnelle de l'Espagne et de l'espagnol. C'est vrai, grâce Voilà. à ta 3e année. Ouais, je suis partie un an en Espagne, enfin à Madrid, et en 3e année, et c'était la meilleure année de ma vie. Voilà, donc je vous Tip-top. conseille, vraiment. Et comment est-ce qu'on s'est rencontrés? On Peut-être s'est pour... rencontrés la première année de Sciences Po Ouais, à Reims, exactement. et Louis Uhum. Mathieu était en retard. Ouais, non, comment j'étais en retard? Tu n'étais pas arrivé pendant la semaine d'intégration, Ah oui, c'est vrai. et donc tu Mais n'as... après, j'étais trop timide, je voulais pas sortir, je me rappelle. Voilà, donc tu étais arrivé, je crois, 2 jours après le début de la semaine d'intégration, Ouais. et il y avait une réunion dans l'amphithéâtre, quelque chose comme ça, et on s'est croisés, je sais pas, dans les couloirs, quelque chose dans le genre. Et bon, bah voilà, ça a matché, et Ouais. j'étais... Et Jeanne m'a emmené dans toutes les bar nights, toutes les activités. Moi, j'étais hyper timide la première semaine de Sciences Po. Et oui, derrière ces gros muscles se cache une grande timidité. Ce sera coupé au montage. Non! Je refuse, j'ai mon mot à dire aussi sur ce podcast. Non, mais voilà, donc on s'est rencontrés un peu au hasard, comme ça, la première année de Sciences Po, et après, on ne s'est plus vraiment quittés, finalement. Ouais, C'est beau, c'est ça. c'est beau. Et maintenant, je suis sur ce podcast. Ça faisait d'ailleurs longtemps qu'on devait faire l'épisode, mais Ouais. on savait pas vraiment au début le thème qu'on allait Oui. choisir. On a pas mal hésité. Et au final, on a choisi le tricot. Oui, c'est vrai. Voilà. On s'est dit que c'était super, ça rejoint vraiment les deux milieux, etc. Pour faire un lien, Ouais. rapidement, parce que généralement on parle de bodybuilding, Mhm. je sais que toi, je t'ai emmené une fois à la salle de sport. Et oui, la première semaine aussi, je pense, Oui, de Reims. en tout cas dans les premières semaines. Et on va retourner là à la salle de sport à l'occasion d'un vlog. Une petite vidéo. Ouais, une petite... une petite vidéo qui va sortir, je pense, après ce podcast. Oui. Et je voulais te demander, donc, comme tu fais pas de body, quel sport est-ce que tu fais? Vers quoi tu te Ah tournes oui. généralement? Et pourquoi est-ce que tu fais du sport? Est-ce que c'est pour te défouler? Comment est-ce que tu le vis, toi? Bah, moi, je fais de la danse depuis que j'ai 3 ans. Ça s'est un peu imposé à moi dans le sens où j'ai pas du tout de souvenir d'avoir émis une volonté d'aller à la danse, mais de ce que ma mère me dit, à 3 ans, j'étais insupportable et je voulais juste faire de la danse. Ok. Donc, elle m'a emmenée au club de danse le plus proche. Et normalement, l'âge réglementaire pour le club où on était, c'était 4 ans. Mhm. Moi, j'en avais 3. Ma mère n'en pouvait plus. Elle était en mode « Prenez-la, s'il vous plaît, faites-lui faire un essai. » Et ils m'ont fait faire un essai et ils ont dit à ma mère « Ok, c'est bon, on va la prendre, vous inquiétez pas. » Trop de talent. Non, pas du tout, mais je pense que, bon, juste ça va, j'arrivais à suivre le cours, donc ils étaient en mode on va vous décharger, madame, on comprend, vraiment, ça va aller. Et depuis, bah, j'ai quasiment pas arrêté. Bon, l'année dernière à Madrid, évidemment, j'en ai fait moins, beaucoup moins, parce que j'étais beaucoup en vadrouille, Mhm. parce que j'aime aussi beaucoup de voyages. Et donc, cette année d'échange, ça a été la possibilité aussi de faire plein de voyages. Mais sinon, là, j'ai repris et je fais du heels, donc de la danse sur talon, d'ailleurs. Je vais bientôt emmener LMF. Ouais, et on va aller faire du heels ensemble, donc vous le découvrirez aussi dans le vlog. Mais Voilà. est-ce que tu peux dire un petit peu ce que c'est le heels? Ok, donc le heel, c'est une discipline donc, de la danse qui est plus appuyée sur le modern jazz. Voilà, ça a des bases de modern jazz, sauf que le tournant, c'est qu'on danse sur des talons. Donc c'est plus danse de cabaret, un peu sexy, voilà quoi. Confiance en soi, girl power, ou pas que girl hein, d'ailleurs, power, tout. Pas le même power que le tir d'ailleurs. Mais Oh, ça me fume.
Mais voilà. Et Jeanne qui me dit dernièrement qu'on se voit qu'elle se pose des questions sur ma capacité à aller à l'atelier de danse. Du coup, elle a essayé de m'en dissuader. Non, je ne veux pas le dissuader. Je voulais qu'il se rende compte dans quoi il s'engageait. Mais moi, j'ai hâte de le voir danser le Heels d'ici 2 semaines. Hein. Ouais, on est là pour tester des trucs, avoir des petites expériences. Mais je suis sûr, en vrai, ce sera trop cool. Mais oui, ça va être trop bien. Et pour vous dire, Non, mais je repense à toi, à Mouvement 51. Mouvement 51, c'était l'association Oh là de là. danse à Reims. Et on avait fait des portes ouvertes où on avait fait un workshop qui était ouvert à tous les niveaux de danse. Donc, que vous ayez fait de la danse ou que vous soyez débutant comme Louis Mathieu. Oui. Et il était venu, c'était le... Non, t'étais peut-être pas le seul homme, si. Si, mais attends, je t'avais dit que j'allais venir. Et t'es arrivé en J'étais retard. hyper en retard, tu doutais que j'allais venir Oui. et tout. Et ensuite, je suis arrivé. J'étais le seul garçon, j'étais trop timide. Voilà, et après il était hyper timide. Et après il me dit, je vais venir avec toi dans ton cours de Heels, alors que Mouvement 51 c'était du modern jazz, c'était une ambiance hyper familiale qu'avec des gens de Sciences Po et tout. Là c'est une super ambiance, hein. Mais c'est juste qu'on est que entre meufs sur nos talons et on danse sur du Beyoncé, tu vois. Je viens vous choquer. Voilà, bah viens nous choquer. Hein. 2025 on choque, on a dit. Moi je vais choquer tout le monde à la salle de sport. Mais d'ailleurs, peut-être dernière chose sur la danse, moi j'ai un souvenir de toi très très fort. C'est d'ailleurs l'un de mes souvenirs de bachelor. C'est en gros à Sciences Po, il faut te mettre un peu de contexte. Oui, Entre pour les campagnes. Exactement. Entre les 2 semestres, les étudiants se réunissent en équipe et ils organisent des activités pour se faire élire aux postes les plus importants des associations. Mhm. Et Jeanne, elle avait rejoint l'une des équipes de l'association sportive. Oui, c'est des listes. C'est comme des Voilà, élections exactement. électorales, sauf que cette fois-ci, c'est pour les associations étudiantes, donc le BDE, l'AS, etc. Et moi, j'avais rejoint une liste de l'AS en tant que coprésidente. Et chaque équipe, enfin liste, doit avoir un thème de campagne. Et nous, en l'occurrence, notre thème de campagne, c'était aérobic. Aérobic. Et j'ai le souvenir vraiment de Jeanne avec une confiance en soi démesurée. C'était vraiment incroyable qui lance la chorégraphie aérobic. Si j'ai des clips, je les mets à l'écran. Je peux en retrouver. Là maintenant. En fait, c'est que chaque liste devait faire un discours d'introduction de campagne. Et donc en lien avec son thème, et ça peut être un peu n'importe quoi. Ça peut être juste un discours, une mise en scène, etc. Et nous, on avait décidé de jouer le jeu jusqu'au bout. Et donc déjà, nous, on était habillés vraiment en tenue aérobique des années 80. J'avais tout chiné sur Vinted, des trucs fluo, c'était des bandeaux et tout. Enfin voilà. Et j'avais fait une chorégraphie qu'on avait tous appris, en plus dans un jardin public. Parce qu'on avait fait une vidéo aussi de campagne et on s'était filmés tous en fluo dans Reims, en jardin public, en train de faire ça. Je l'ai mis à l'écran. Et nous avions décidé, pour introduire la campagne, de faire cette chorégraphie devant tout l'amphithéâtre. Ouais. Et donc moi, j'étais au premier rang parce que c'était moi qui menais la chorégraphie à faire ça. Mais c'était exceptionnel. Ouais, je me souviens que ça avait vraiment fait effet. C'était exceptionnel. Je pense qu'il y a des gens qui t'ont découvert. Ah ouais, vraiment, c'est possible. Hein. Mais il y a des gens qui ne savaient pas que j'existais et qui se sont dit, mais qui est cette femme au milieu de la scène qui se trémousse en body fluo rose? Oui, c'était ce genre de choses, voilà. Mais franchement, c'était exceptionnel et j'ai adoré préparer la campagne et tout ça. Et donc, pour boucler la boucle, là, c'est comédie musicale, apparemment. Et oui, de ce que j'ai entendu. J'ai appris ça hier, en fait. Donc, il y a 2 semaines, quand vous verrez le podcast, vraisemblablement. Exactement. J'ai une copine qui m'a contactée parce qu'on avait justement parlé du fait de peut-être reprendre et faire un peu plus de danse parce que je fais du Heels, mais je fais que 1h30 par semaine. Et il faut savoir que moi, au lycée, je faisais 7 heures de danse par semaine. Donc vraiment... Ah ouais. Ouais, non mais... Je sais plus comment je faisais, mais j'avais au moins 4 heures de danse le samedi. Okay. J'avais 2 ou 3 heures le mardi... Non, j'avais 2 heures le mercredi et le jeudi soir, je faisais aussi 2 heures, un truc comme ça. Wow. Enfin bref, je faisais à peu près 7 heures de danse par semaine. Et bon, j'avais adoré ça, mais c'était une autre vie parce que j'avais pas... Enfin là, j'ai plus du tout le temps de faire ça. Le fait est que ça me manque et que la danse, c'est vraiment, justement pour revenir sur le thème du sport, le sport dans lequel je m'épanouis le plus. Mais je pense que c'est parce qu'il y a une fibre artistique.
Enfin, je veux dire, dans le sport, il y a de l'artistique, enfin, ça peut être la performance ou ça, mais vraiment la danse, comme il y a une dimension sportive mais artistique, j'y trouve beaucoup plus mon compte et j'ai l'impression que ça a plus de sens en ce qui me concerne. Et même la manière de travailler le muscle me correspond plus parce qu'on ne travaille pas du tout dans la force, on travaille beaucoup plus dans l'endurance, dans l'allongement du muscle. Et moi, franchement, je trouve ça hyper intéressant en fait. Et C'est-à-dire l'allongement du muscle. bah, c'est-à-dire que quand tu fais du classique, par Ouais. exemple, moi j'ai fait 10 ans de classique. Mhm. Et quand tu fais du classique, tu vois, les danseuses classiques, elles peuvent pas avoir des muscles comme un bodybuilder qui sont Oui, c'est hypertrophiés vrai. et qui sont très présents. Déjà Mhm. parce que ça la bloque dans son mouvement, que ça ne facilite pas du tout la souplesse. Mhm. Parce que par exemple, si tu as un fessier bien développé, tu peux pas mettre ta jambe jusqu'à ton oreille. Non, mais c'est physique, hein, vraiment. C'est-à-dire que si tu veux faire une arabesque, par exemple, et que tu as un muscle, par exemple fessier, bien développé, et ben ça bloque, forcément. Donc, tu travailles pas du tout le muscle de la même manière. Et pour autant, par exemple, pour monter sur les pointes, il faut avoir énormément de puissance dans les chevilles, les mollets. Même, en fait, on est tout le temps, quand tu fais de la danse, tu es tout le temps gainé. Que ce soit au niveau de la ceinture abdominale, au niveau des jambes surtout, il faut avoir des jambes très fortes. Et peut-être que mon point faible, c'est mes bras, parce que j'avoue que j'ai pas fait beaucoup de danse genre contemporaine où tu fais beaucoup de sol et tout ça. Mais donc on travaille pas du tout le muscle de la même manière. Et même au niveau de la manière de faire l'effort, par exemple quand je vois tes vidéos TikTok où on voit que tu soulèves lourd rien qu'à ta tête, bah, sur une représentation classique, t'as beau ne plus en pouvoir parce que tes pieds sont déchiquetés. Il faut pas. Et bah faut que ton effort il soit effortless. Enfin que ça ne se voit pas du tout. Transparaître. Il faut pas du tout laisser transparaître parce que tu proposes quelque chose d'artistique, une performance artistique, et que si enfin, ça dépend parce que dans certaines danses contemporaines, par exemple, le metteur en scène peut décider ou le chorégraphe peut décider que ton expression faciale, elle aille avec l'idée qu'ils veulent se faire de la chorégraphie et tout ça. Mais par exemple, dans le classique, ton personnage, c'est une petite jeune femme bergère, etc. La petite bergère, elle ne peut pas souffrir à cause de ses pointes. Elle est juste là, elle est présente, elle est heureuse, et voilà. Quoi. Ça, je comprends. Donc, c'est vraiment, je trouve ça hyper intéressant, ce que tu dis par rapport à l'expression faciale et au fait de pas montrer que c'est difficile. Déjà parce que c'est aussi lié un petit peu à tout ce qu'il y a par rapport à l'échec. Parce que tu dois pas montrer que ce que tu fais est affreusement difficile. Ouais. Et de la même façon, je sais qu'il y a certains athlètes, certains bodybuilders qui font des cours de danse. Ah ouais qui se mettent, je pense notamment à un gars qui est métis de peau aussi et qui a un peu le vibe sud-américain avec, il a un afro, il est vraiment très stylé. Et il a vraiment sa patte, tu vois. Et je sais qu'il prenait des cours de danse, de classique justement, pour essayer d'avoir cette élégance quand il était sur scène ou quand il faisait des mouvements. Parce que j'ai vu il n'y a pas longtemps dans ta story que tu as posté tes entraînements de posing. Et c'est vrai que là, pour le coup, dans le posing du bodybuilding, on retrouve énormément de la danse. Et même de ce côté, ne pas montrer que c'est difficile parce que tu es en train de contracter tous tes muscles pour essayer de les faire ressortir. Oui, non, mais c'est ça. Et en même temps, il faut que tu aies l'air gracieux et qu'au final, ce soit presque naturel. Quoi. C'est exactement ça. Et même dans un aspect compétition, on ne le dit pas assez, mais en bodybuilding, il y a le posing libre, comme tu dis, où il faut... moi, je sais que j'aimerais bien développer ça, une forme de finesse, être aussi en mesure de faire des mouvements beaux, tu vois, juste bouger mon corps dans l'espace, ça, c'est quelque chose qui m'intéresse. Mais même sur le bodybuilding dur, tu vois, quand on est tous alignés et on fait des poses, on sent les gens qui sont à l'aise. Et moi, je sais que pour ma première compétition, je serrais très fort, je suais de partout parce que j'avais trop chaud, c'était pas gracieux, tu vois. Du coup, vraiment, ça se travaille et c'est extrêmement difficile. Ouais, mais en plus, c'est pour ça que je trouve que la danse, mais probablement aussi comme le bodybuilding, hyper intéressant dans le mindset que tu aussi adoptes dans ta vie de tous les jours. Exactement. Parce que, par exemple, la danse, cette chose de finalement avoir l'impression que c'est effortless et d'essayer d'aller même au-delà, ça aide énormément aussi dans le mindset que tu adoptes dans ta vie, c'est-à-dire aller à travers certaines épreuves, etc. Ouais, je suis d'accord avec toi. Après, je pense qu'il y a quand même une pression, tu vois. Par exemple, à la danse, je pense, je ne suis pas du tout un expert, mais de ce que je sais, c'est très difficile, par exemple, de devenir danseur ou danseuse professionnelle. Alors, le danseur professionnel, c'est pas du tout la même chose. C'est-à-dire que là, moi, j'adore la danse, donc je me suis énormément renseignée sur ce milieu, même si je savais depuis petite que je ne voulais absolument pas faire danseuse. Même si j'adore la danse, même depuis petite, je n'ai jamais vraiment
vocaliser le souhait d'en faire un métier ou d'en faire ma vie en fait. Et c'est vraiment quelque chose que je garde à côté parce que c'est un appui, c'est ma passion, c'est ce que j'aime. Mais à aucun moment je me suis dit que j'en ferais mon métier. Et là pour le coup c'est vrai que quand tu rentres dans des carrières qui se veulent professionnalisantes ou devenir danseur, etc., c'est très compliqué, c'est très compétitif, ton corps est ton outil de travail, ton corps doit être aussi très malléable par rapport à ta discipline, parce que quand on est danseuse étoile, quand on commence par exemple à l'Opéra de Paris, bon, même s'il n'y a pas que l'Opéra de Paris pour devenir danseur, ils sont pris très jeunes, je crois qu'ils commencent à partir de 12 ans, et ouais, le corps doit être formé pour devenir celui d'un danseur ou d'une danseuse professionnelle. Parce que c'est absolument pas naturel en soi, le corps d'un danseur ou d'une danseuse professionnelle. T'es pas censé pouvoir mettre ta jambe tout en haut, pouvoir être sur tes pointes de pied tout le temps, avoir un coup de pied du futur. Voilà, c'est très compliqué. Mais moi, comme je l'ai toujours vécu comme un hobby et ça a toujours été un hobby, et qu'en plus de ça, moi j'étais dans un tout petit club en Normandie, parce que je viens de Verneuil-sur-Avre. Voilà, personne ne va connaître. Personne ne va connaître. Si vous connaissez Verneuil-sur-Avre, manifestez-vous dans les commentaires. S'il vous plaît. Et si vous ne connaissez pas Verneuil-sur-Avre, faites-le manifestez-vous connaître aussi dans les commentaires. Et ouais, donc c'était une ambiance hyper familiale et à aucun moment j'ai eu des profs comme à la gym ou comme dans certains justement clubs de danse qui m'appuyaient sur le dos pour que je puisse être plus souple, quoi. Donc voilà. Moi, mes efforts, enfin ma souplesse, je l'ai travaillée très tard, mais c'était vraiment dans une volonté de m'améliorer moi en tant que danseuse et j'étais beaucoup plus grande et mature pour me rendre compte de ce que je faisais à mon corps, quoi. Donc il n'y avait pas vraiment de pression exogène pour... absolument pas. C'était plutôt toi qui choisissais ta direction et qui choisissait un petit peu d'avoir ta quête dans la danse. Exactement. Et c'est pour ça que finalement j'ai repris le heels et pas le classique, même si ça me manque énormément le classique. C'est que justement, comme le classique, rien n'est naturel en fait en classique. C'est très beau, c'est très gracieux, mais ça demande énormément de travail et de rigueur pour finalement en arriver à dompter ton corps. Voilà, parce que tu es tout le temps en dehors, donc en ouverture de bassin. Tu n'es pas censé avoir le bassin ouvert tout le temps et être souple et tout ça. Ça veut dire que tous tes mouvements... L'ouverture de bassin. C'est-à-dire que tous tes mouvements, par exemple, là tu vois mes pieds ils sont fermés, tous tes mouvements ils partent d'une ouverture de bassin. Donc tu es tout le temps en fait avec le bassin qui est ouvert et non fermé comme ce qu'on a dans la vie de tous les jours. Pour marcher, ton bassin il est fermé, etc. Parce que justement pour pouvoir mettre tes jambes jusqu'à ta tête par exemple, il faut que ton bassin il soit ouvert. Oui, je vois. Parce que du coup, là où s'enclenche ta chambre, bref. Donc c'est énormément de travail, déjà de gainage, de souplesse, de rigueur et tout ça. Et donc quand tu reprends un cours de classique après ne plus en avoir fait pendant 1 an, 2 ans, etc. En fait, et moi en plus j'ai ma référence de quand il y a 3 ans, quoi. Donc quand je faisais 7 heures de danse par semaine, que j'étais très souple, que j'avais aucun problème à monter sur les pentes. C'est très dur de se confronter au fait que ton corps a changé et qu'il va falloir tout retravailler et que tu n'es même pas sûr de pouvoir rattraper le niveau que tu avais il y a 3 ans, quoi. Je comprends. Et les premiers cours de classique, mais je me rappelle même depuis quand j'étais petite, quand je revenais de vacances, de grandes vacances, les premiers cours de classique, vraiment, je rentrais chez moi et j'étais en mode mais je suis nulle, je vais jamais y arriver, c'est très dur, ça me fait mal, et tout ça. Et au final, ce que je trouve hyper satisfaisant justement dans le classique, c'est que tu ne fais que t'améliorer. Et qu'au fur et à mesure des exercices, au fur et à mesure de refaire ta barre, qui est ta série d'exercices, tu te rends compte que justement, tu maîtrises beaucoup mieux ton corps, que ça y est, tu arrêtes à être beaucoup plus libéré et à prendre plaisir vraiment à danser, quoi. J'ai une question. Est-ce que tu as déjà eu des blessures? Est-ce que durant ta carrière de danseuse? Ma carrière. J'ai fait une fois une entorse. Et ça a été difficile. Enfin, difficile dans le sens, ça va, mon entorse s'est très bien remise. Mais c'était sur ma cheville droite. Et moi, je suis droitière. Et donc, normalement, ma jambe droite est plus forte que ma jambe gauche. Donc, en danse, quand tu as ta jambe droite qui est plus forte que ta jambe gauche, généralement, tu tournes sur cette jambe-là, tu fais beaucoup de choses. C'est ta jambe forte, en fait. Je comprends. Et en plus de ça, la plupart du temps, les pas qu'on fait, comme tout le monde est un peu plus à l'aise à droite, les chorégraphies sont plus tournées vers des pas qui vont vers la droite ou sur ta jambe droite comme jambe de terre. Et une fois que ma cheville a eu cette entorse, évidemment, elle a été fragilisée. Et donc, je n'avais plus du tout ce même rapport à ma jambe que j'estimais comme étant ma jambe la plus solide. Et donc, ce qui est très drôle, c'est qu'à partir de ce moment-là, j'ai commencé à mieux tourner à gauche. Parce que du coup, je me suis rappuyée sur ma cheville gauche.
Bref, voilà. Ma seule blessure. Après, on peut parler de ma vie sentimentale. Là, il y aura beaucoup d'autres blessures. Je voulais te poser des questions, justement, par rapport à l'échec. Et justement, je voulais savoir, ce dont on a parlé avant, si la philosophie que tu adoptes à la salle, ça t'aide dans d'autres domaines qui ne sont pas relatifs à la salle. De par ce fait que tu m'avais dit que aller jusqu'à l'échec, c'est difficile en fait finalement et c'est épuisant, mais qu'il faut quand même y aller pour évoluer dans ton sport. Donc justement, toi, comment est-ce que tu gères ça? Et est-ce que tu as l'impression que le fait que ton sport te pousse à aller à l'échec et à aller au-delà de tes échecs, ça t'aide à avoir une certaine rigueur et tout ça dans ta vie de tous les jours? Je crois que c'est la première question qu'on me pose sur le podcast, C'est vrai? sur le journal d'un bodybuilder, je crois. Parce que de base, c'est moi qui pose des questions. Et non, moi je change les règles. Mais c'est une question difficile et c'est une question hyper intéressante parce que c'est vrai qu'en musculation, si ton but en tout cas c'est de prendre de la masse musculaire, tu es obligé de te rapprocher de l'échec. C'est-à-dire que tu es obligé de mettre ton muscle sous une forme de stress. Et je pense que l'élément c'est le stress. Parce que le stress, il va te forcer, il va forcer ton organisme, forcer ton muscle à se renforcer et à simplement grossir, s'hypertrophier, ce genre de choses, tu vois. De la même façon, dans la vie globale, le fait d'être sous une forme de stress, ça peut aider. Moi, je sais que par exemple, généralement, quand je parviens à me discipliner, c'est parce que j'ai une forme de stress qui est sur moi. Alors bien sûr, je ne parviens pas souvent à me discipliner, mais tu vois, les instances où ça s'est bien passé, c'était que j'avais un emploi du temps carré, que je savais que bon, si je dépasse ici, ça va mal se passer, il faut vraiment que je finisse ça dans ce laps de temps. Le problème étant que ce stress, il ne faut pas qu'il soit trop important. Même dans une perspective de bodybuilding, par exemple, je sais qu'on dit qu'il faut vraiment manier cette donnée d'échec avec beaucoup de mesures. C'est-à-dire que tu vas pousser certains exercices à l'échec, mais si déjà tu n'es pas capable d'emmener toutes tes séries à l'échec, c'est impossible, tu seras trop fatigué. D'autant plus si tu débutes. Là, il y a même le risque que tu te blesses. Moi, je sais que je m'entraîne comme un sauvage, mais c'est parce que j'ai l'habitude. Je le fais depuis un moment. Et tu t'es déjà blessé d'ailleurs? Oui, je me suis déjà blessé au tout début, quand j'ai commencé avec mon petit frère, parce que c'était un peu n'importe quoi. Mais oui, je me suis déjà blessé. Et même à des moments, je me souviens, dans les premières années, j'avais des moments de grosse fatigue nerveuse que j'ai plus eu depuis, mais où j'avais vraiment... Enfin, je sais pas comment expliquer, mais juste je me sentais très fatigué. Et donc voilà, c'est vraiment à manier avec beaucoup de circonspection. Et il faut essayer de faire gaffe. De la même façon, dans la vraie vie, moi j'ai la sensation qu'il y a un certain palier de stress que tu es en mesure de tolérer et de pression que tu es en mesure de mettre sur toi-même jusqu'à ce que soit il y ait une cassure ou il y ait un mal-être ou... Enfin, en tout cas, moi je le ressens comme ça, tu vois. Mais je trouve que ta tolérance aussi à justement ce palier de stress change aussi beaucoup. Bon, je ne vais pas changer le monde en disant ça, mais en fonction de comment tu as évolué aussi dans ta vie. Parce que par exemple, j'ai pas... Bon, le master, c'est quand même assez intense au niveau des cours. Mais je veux dire, quand je revois par exemple ma première et ma deuxième année à Sciences Po, on avait aussi énormément de cours et tout ça. C'était pas du tout dans les mêmes conditions. On n'était pas à Paris. Enfin, voilà. Mais le fait est que j'étais beaucoup plus capable de tolérer de me coucher à 5 h du matin pour finir un rapport, n'est-ce pas, Louis-Mathieu? Ou je sais pas, satisfaire à des attentes de profs qui me paraissaient un peu débiles, mais à m'y conformer. Et là, après mon année à Madrid, en fait, je me suis beaucoup plus découverte en tant que personne. Je me suis laissé beaucoup plus de place et ce que j'avais envie et plus envie de faire dans ma vie. Et mes études, même si c'est toujours important, là où j'ai l'impression qu'avant, j'étais capable de, même si ça n'avait pas trop de sens pour moi... De vendre mon âme au diable, de faire des grosses nuits blanches. Même si ça n'avait plus trop de sens pour moi, bon, je me suis mise dans des états pas possibles. En première et deuxième année de Sciences Po, je perdais mes cheveux, et ça c'était dû au stress, ce genre de choses. Donc je recommande pas du tout, mais le fait est que j'étais capable de le faire et que j'ai été jusqu'au bout de justement ces états de stress monstres. Et là, par exemple, ce semestre-là, j'ai pas du tout été capable de faire ça. En rentrant de Madrid, j'ai pas du tout été capable de mettre la tête dans le guidon et de pas lever les yeux et de me dire que ça allait aller, quoi. Mais tu sais que je pense que ça, c'est vraiment un élément parce que cette troisième année,
elle change beaucoup de choses. En tout cas, pour moi aussi, elle a changé beaucoup de choses dans la façon de percevoir comment je travaillais et aussi l'investissement que je voulais mettre. Ouais, J'ai réalisé que j'avais un certain temps à allouer et ouais. qu'ensuite c'était à moi de remplir ce temps, par exemple pour les études, pour le travail, Mm, et mm. que si je le remplissais pas, bah, ça pouvait pas marcher parce que Mm, j'avais mm. pas plus de temps à y consacrer, tu vois. Mais j'ai l'impression que cette troisième année, en tout cas, elle a fait un peu déclic. Et Ouais, je t'avoue que quand je suis rentré ici, c'était aussi difficile de se remettre un truc tout bête, mais à Sciences Po, je sais que les cours durent 2 heures. ouais. Donc ça demande 2 heures de concentration Mm, mm. du début à la fin. Et parfois, vous avez des cours qui se chevauchent, qui s'enchaînent. Nous, on a eu ça au premier semestre, on avait un cours de droit européen. Donc 4 heures. on avait 4 heures, c'est ça. Donc on faisait nos 2 heures, on avait une pause et on avait les 2 heures ensuite. Et par exemple, en Allemagne, les cours durent 1 heure et demie. Du coup, par cours, vous rajoutez 30 minutes de concentration. Dans l'absolu, c'est pas quelque chose d'énorme. Enfin, je sais qu'on tolérait, moi je tolérais bien les cours de 2 heures à Sciences Po. Ouais, C'est le fait de repasser de 1 heure et demie à 2 heures qui ouais. fait une forme de choc quand tu y reviens. Moi, c'est pareil quand je repense à mes premières années Sciences Po, mais je m'enchaînais des journées, mais ça ne devrait même pas exister, hein. Je faisais du 10h, 21h avec à peine une pause pour manger parce qu'à Sciences Po, en fait, si tes inscriptions pédagogiques, tu n'as pas réussi à te mettre un trou pour manger, tu peux avoir des cours toute la journée et ne pas avoir de pause pour manger. Donc, tu ramènes juste ton Tupperware ou des Ouais. sandwichs et tu manges en cours, quoi. Si les profs sont. Enfin, ça dépend, hein. Vraiment, Ouais. il y a des enseignants qui sont pas très chauds Même parfois. en première année Sciences Po, mon lundi matin, de 8h à midi, j'avais arabe, 4 heures d'arabe. Ah ouais. Chose que aujourd'hui, je ne me vois pas du tout être Mhm. capable d'assumer 4 heures d'arabe. Mhm. Enfin voilà, je pense vraiment qu'il y a un déclic au niveau de la troisième année, notamment même au niveau du système scolaire, parce que comme tu le disais, l'Allemagne c'est complètement différent, et même moi pour l'Espagne, la manière dont... Bon, j'étais en Erasmus, donc Mhm. évidemment, en plus de ça, ils étaient encore moins exigeants avec les Erasmus, mais le système scolaire espagnol, à mon sens, c'est vraiment pas du tout... Tu n'es absolument pas sous pression, Mhm. Mhm. les exigences ne sont absolument pas les mêmes. Pareil pour le temps de cours, on n'avait pas autant d'heures de Mhm. cours Mhm. Mhm. qu'à Mhm. Sciences Po. Et je me sentais beaucoup plus épanouie parce que j'avais du temps pour faire d'autres choses à côté. Et moi, vraiment, mon équilibre ne peut pas reposer que sur un équilibre académique. Mhm. Mhm. Encore une fois, c'est pas une folie ce que je dis, mais je sais que j'ai besoin de faire plein d'autres choses. J'ai la danse, j'ai mes amis, et la vie sociale, c'est tellement important. En tout cas, pour moi, vraiment, genre voir mes amis, ou du moins voir du monde de manière générale, c'est extrêmement important et des fois bien plus enrichissant que Mhm. certains cours. Mhm. Euh, et, euh, et voilà. Et Sciences Po, je trouve que dans sa manière de faire et d'être, ne laisse pas toujours le temps, ou du moins ne te fait pas sentir comme quoi c'est normal de faire toutes ces choses à côté et de ne pas consacrer tout ton temps en fait à tes cours, quoi. Je suis d'accord avec toi. D'autant plus que Sciences Po a cette particularité. D'ailleurs, si tu es étudiant et tu veux rejoindre Sciences Po, viens, vraiment, c'est super cool. Oui, Parce qu'il pardon. y a plein de trucs à offrir, mais c'est vraiment c'est un microcosme Oui, qui est assez englobant. oui, Et du coup, comment vous dire, par exemple, et même c'est encore le cas en master, ouais. le campus vit et autour du campus, enfin, il y a différents rayonnements avec des associations, Mm, mm. avec des mails, avec des conférences, de sorte que enfin, c'est hyper englobant. Je veux Oui, dire, une oui. fois que tu es à Sciences Po, je veux pas dire que tu appartiens à Sciences Po, mais si tu le voulais, tu pourrais passer Ton temps ta à Sciences journée Po. de 8 heures à 22 heures à Mhm. Sciences Po, Avec des gens de Sciences avec des Po. gens de Sciences Po, soit en allant à des conférences, soit en restant à la bibliothèque. Enfin, c'est quelque chose qui peut être parfois pesant. Voilà, Oui. il faut dire les termes. Enfin, je sais que parfois tu as besoin de trouver. Et puis moi, j'ai jamais ressenti ça parce que Ouais. j'ai toujours eu la musculation et la salle de sport Mm, qui me mm. permettaient de couper. Mais si t'as pas de side hustle, de hobby et tout, Et même, je ne sais pas comment toi tu fais pour gérer justement tes hobbies et avec hein, Sciences Po, mais c'est vrai que comme Sciences Po, c'est quand même très prenant et ouais, ça demande aussi beaucoup d'énergie ouais. au niveau des cours, au niveau de l'investissement, parce que on a une assiduité en cours, enfin je crois qu'on a droit à... Enfin, c'est comme ça dans beaucoup d'écoles, mais on a quand même pas mal d'heures de cours. Ouais. Il faut être quand même assez assidu dans ces cours. Encore une fois, des fois, en fonction des inscriptions pédagogiques, les horaires de cours ne sont pas forcément idéales. Mhm. Là, par exemple, je me rends compte que pour le deuxième semestre, j'avais pas énormément de choix pour mes cours et il y a énormément de mes cours. 3 fois par semaine, je finis de 19h à 21h, quoi. J'ai un Mhm. cours de 19h à 21h. Mhm. Et rentrer chez soi à Reims à 21h quand tu n'as même pas 20 minutes de marche et que tu arrives à 21h20
pourquoi pas. Quand tu rentres chez toi, ton cours il finit à 21h15 à Paris, Ouais. quand tu as souvent plus de 30 minutes de trajet, etc., c'est pas du tout la même chose quoi, à gérer au niveau de l'énergie. Et moi, du coup, Sciences Po est tellement prenant parfois que ça me fait même culpabiliser de mettre du temps dans mes hobbies à côté parce que, évidemment, je peux pas mettre le même temps et la même énergie dans mes cours. Et des fois, c'est même démesuré ce qu'ils nous demandent. Il y a des semaines, on a quoi, 5 rendus à faire même, mais bon, c'est un rythme à gérer. Et donc, je me demandais, bah, toi, comment tu fais justement avec le bodybuilding qui doit être hyper, finalement, tu dois être très régulier aussi pour ton hobby. Moi, je vais pas à la danse, quoi. Bah déjà, j'essaie de simplifier au maximum pour le bodybuilding. Tout ce qui va être, par exemple, nourriture, vraiment, là, j'ai simplifié beaucoup. C'est moins bon qu'avant, mais par exemple, je sais que maintenant, à midi, je vais manger une conserve de haricots verts avec du riz et puis un truc comme ça, tu vois, tous les midis, et puis ça va le faire. Là, j'ai des céréales, par exemple. J'essaie vraiment de simplifier. Et par rapport à Sciences Po, je choisis mes combats. Ouais. Ça veut dire, par exemple, tu m'as envoyé, il y avait un forum à Bruxelles Ouais. pour les métiers de l'UE, de l'Europe, Ouais. je crois. Ouais. Et donc, par exemple, ça va être un combat. Je sais que je vais y aller, que j'ai envie d'y aller, que ça va être super cool, que je ne me suis pas inscrit, mais que je vais m'inscrire. Tu t'es pas inscrit? C'est passé? Bah, j'en Non. sais rien, mais je pense. Hein. Fais attention, Louis Mathieu. Hein. T'as rempli le form avec la lettre de motivation, ça, j'ai rempli. Ok, c'est autre chose encore, mais Non, ok. le forum, c'était... Le 24 février. exactement, non, c'est ça. le 20... Non, c'est pas le 24, c'est le 23, je crois. Ok, ouais, c'est ça. C'est ça. Mais du coup, je me suis pas encore inscrit. Ok. Mais par exemple, je choisis ça. S'il y a des conférences auxquelles je veux aller et qui m'intéressent vraiment, j'y vais. Ouais. Mais sinon, globalement, je n'assiste pas aux conférences. Par Oui, exemple, moi non plus, hein. J'ai fait aucune conférence. Alors, on a un super, pour le coup, si vous voulez intégrer Sciences Po ou tout ça, on a vraiment, surtout sur le campus de Paris, un Ouais. panel de conférences et exceptionnel. même sur le campus de Reims, Ouais, hein, sur le campus il de y avait Reims, une on belle avait offre. énormément de conférences. N'allez pas autre part, en fait. Non, je rigole. Notamment l'ASPA, franchement, ils font des super confs. Ouais. Si vous venez à Sciences Po, venez à Reims, je pense. Honnêtement. Ouais, le campus de Reims, c'était très Il bien. est très fun. En vrai, après réflexion, je regrette pas du tout d'avoir été à Reims. Mais donc, on a plein de conférences, c'est super. Mais moi, je n'arrive pas à trouver le temps de me dire... Enfin, déjà, je suis pas au courant de tout parce qu'on est tellement mis sous plein d'informations de manière générale, hein, pas que Ouais, c'est Sciences vrai. Po, mais juste dans la vie de tous les jours. On est rempli de plein d'informations que j'arrive pas du tout à prendre le temps de me dire je vais aller en conférence, sauf si c'est une conférence qui m'intéresse. Et même au niveau des horaires, en fait, moi, je me rends compte que j'ai très peu de place dans mon emploi du temps. Voilà. Mais C'est vrai. après, ceci dit, il y a aussi possibilité d'être extrêmement épanoui à Sciences Po. Et voilà, mais encore une fois, il faut choisir ses combats, quoi. Exactement. Et il faut voir aussi ce que tu as envie de faire. En fait, moi, je sais qu'aujourd'hui, je ne suis pas du tout capable de mettre les deux pieds dans mes études et que j'ai toujours besoin de faire autre chose à côté et que même émotionnellement et tout ça, après une année à Madrid, je veux plus du tout me mettre dans les mêmes états que j'ai été en première année de Sciences Po, en fait. Je n'ai plus envie de me fatiguer émotionnellement comme ça pour des études qui, en soi, sont importantes, mais qui restent des études, finalement. Et la santé mentale, c'est important, les copains. Donc, Ouais, on fait attention à sa santé mentale. Et donc voilà, donc aujourd'hui, même si c'est difficile parce que l'environnement de Sciences Po fait que tu as l'impression d'être en échec justement, quand tu te donnes pas à fond dans tes cours, quand tu es pas aussi à fond que tout le monde dans tes projets de carrière, que tu n'es pas aussi impliqué dans les associations que d'autres, parce que c'est pareil, Sciences Po ça regroupe tellement de profils divers et variés et très impressionnants aussi. Il y a des personnes... Le rapport à l'autre est très particulier à Sciences Po. Le rapport à l'autre, et je pense que le rapport à l'autre a un rapport aussi avec le rapport que tu as à l'échec en fait. C'est parce que tu vas aussi considérer un échec parce que tu vas te comparer d'une certaine manière à l'autre. C'est parce que certains réussissent, enfin, tu as l'impression que certains réussissent et que toi tu ne réussis pas, que tu as l'impression que c'est un échec. Et justement, le rapport à l'autre est tellement compliqué à Sciences Po que j'essaye de me distancer de ça, mais que c'est compliqué. Et que j'essaye un maximum d'assumer maintenant que moi je veux mettre qu'un pied dans mes études et que c'est pas grave et que j'aurai pas les meilleures notes, mais je vous assure que les notes c'est pas le plus important, mais que j'aurai pas les meilleures notes, je serai pas la plus investie dans les associations, enfin voilà quoi. Mais tu vois, dans la perspective où tu n'as qu'un pied dans tes études, bah, moi je me situe un petit peu aussi à cet endroit un peu à la croisée des chemins, mais je me dis comment est-ce que je peux m'organiser au maximum, faire de mon mieux pour que c'est pas le peu de temps, mais la quantité de temps que j'investis à cet endroit
elle est plus, tu vois, Ouais, rentabilité plus, et j'en tire vraiment quelque chose. ouais, je comprends. Parce que, comme avant, je me souviens en première année aussi, je consacrais énormément de temps au travail, aux révisions et tout. Ouais, Et j'avais beaucoup de frustration parfois parce que ça marchait pas souvent. Je sais par oui. exemple que tout ce qui était dissertation, moi j'avais toujours des notes, et Jeanne elle avait genre des 15, des 14, des Non, ça, 16. c'était qu'en droit constit. Ah, en droit constit, ouais. Mais moi en droit constit, il n'y avait pas de bonnes notes. Mais moi, Parce que, je révisais très peu en plus le droit constit, hein. bah oui, je sais, parce que Mais moi c'est parce que j'essayais vraiment d'absorber mes cours, ça marchait pas. Mais c'est parce que pour le coup, la méthode de la dissertation, c'est un des seuls exercices qui me convient un tout petit peu, c'est parce qu'il faut que tu comprennes les mécaniques Oui, oui. globales de ton cours et que Mhm. tu aies quelques auteurs, mais que tu apportes une réflexion sur le moment. Comme moi, je suis nulle pour apprendre mes cours Mhm, mhm, par mhm. cœur. Moi, j'ai besoin un peu de sens. J'ai une mémoire plus contextuelle. Donc, Mhm, mhm. j'ai besoin vraiment que. Enfin, les cartes mentales, par exemple, ça fonctionne énormément bien avec moi. Et bien, Mhm. la dissertation, comme c'est un peu ça, faut amener une forme de lien entre toutes les Mhm, idées et tout mhm, ça. mhm, mhm. Faut juste amener de la cohérence. Bah, ça me correspondait. Enfin, j'arrivais avec le peu de temps que j'investissais dans mes Mhm, révisions, mhm, mhm, mhm. qui étaient consacrées essentiellement à apprendre les définitions, les auteurs et les mécaniques globales des cours. J'arrivais quand même à m'en tirer avec des bonnes notes Mhm, par mhm. rapport au temps que j'avais investi. Mais moi, j'ai toujours été comme ça, un peu utilitariste sur mes études, Mhm, quoi. mhm. Bah, du coup, petite méthodo de dissert comme ça. Prenez des notes. Voilà. Peut-être on va le clipper, on va le mettre en Faites short. des fiches avec les auteurs, les définitions et les grandes idées. Faites vraiment les cartes mentales, c'est le mieux, hein. Parce que les cartes mentales, tu as les différentes idées et que tu peux les relier entre elles, Mhm, mhm, mhm. justement en pensant plan de dissertation. Voilà, faites ça. Allez, Une idée, un auteur, une définition. ça part sur TikTok. Allez. TikTok, Sciences Po, Opération Sciences Po. Oh mon Dieu, mon angoisse d'être une ambassadrice Sciences Po. Non, mais donc voilà. Donc je pense que vraiment, pour revenir sur l'échec et tout ça, le Mhm, rapport à l'échec, il est aussi lié à ton rapport à l'autre, je pense. Bon, à toi-même, mhm, évidemment, mhm. et à tes propres attentes avec toi-même, parce que Vis-à-vis de tu peux toi-même. des fois être plus exigeant par rapport à toi-même, donc vivre des choses comme des échecs qui n'en sont pas vraiment de manière objective, mais aussi ton rapport à l'autre. Et c'est vrai que le contexte dans lequel on vit aujourd'hui à Sciences Po, enfin du moins tous les deux, fait qu'on est très très souvent amené à se comparer à l'autre. Et notamment, comme il y a une très forte mise en scène de soi aussi à Sciences Po et de Exactement, oui. l'institution, Mhm, mhm. une mise en scène de l'institution, des élèves, de la réussite, d'un chemin qui devrait, on arrive d'un point A à un point B Mhm, de mhm, manière mhm, mhm. directe, en sachant parfaitement ce qu'on veut faire de nos vies. Mais en même temps, de façon assez vague, hein. Parce Ouais, que par exemple, l'échec, enfin, pour quantifier un échec, pour mesurer un échec, tu le mesures par rapport à ton objectif. ouais, Si tu échoues par rapport à ton objectif, bah là, de base, tu es dans l'échec. oui, Mais de la même façon, à Sciences Po, en tout cas dans les premières années, je sais que généralement les gens ne savent pas vraiment où ils veulent aller. ouais. Ils ont une vague idée et l'enseignement est aussi très généraliste, donc on cultive Mm, mm. un peu cette idée que tout le monde sait un petit peu faire de tout. Mais du coup, tu vois, comment dès lors que tu n'as pas un objectif vraiment précis, tu sais pas Ouais, vraiment où tu vas, comment mesurer bah, ton échec? Enfin, tu vois, pour moi ouais, c'était toujours un petit peu bizarre parce que, et c'est le truc à Sciences Po, j'ai l'impression qu'il y a un peu une majoration où, oui. que tout le monde va vers le haut. Comme Mm, tout le mm. monde sait pas vraiment comme les gens savent pas vraiment où ils veulent aller, Tout le monde essaye de faire au mieux, en tout le monde fait. essaye de faire au mieux. Et donc tu as tendance à te comparer aux autres qui ont cet objectif un peu vague d'être les meilleurs. Ouais. Et dès lors que en fait t'es pas le meilleur ou t'es pas dans les meilleurs, bah t'as un sentiment d'échec, un sentiment aussi parfois de culpabilité Mm, qui mm. peut naître, alors qu'en réalité, le fait est que tu sais pas vraiment où tu vas. Bah non, et c'est vrai qu'en plus de ça, à Sciences Po, justement, pour ajouter à ce flou général, Mhm, justement, de l'objectif, du rapport à l'échec, etc., c'est très difficile de normaliser le fait de se sentir mal ou de mhm, pas mhm, toujours mhm, donner à fond dans ses études ou d'avoir l'impression d'être dans l'échec, justement, parce qu'il y a une espèce de tabou, au mhm, début, du mhm, moins en mhm. première année, mais là, Oui, j'ai c'est vrai. l'impression que ça revient un peu en master aussi, sur le fait de dire que ça ne va pas, qu'on est dans la difficulté, Mhm, 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 que on n'est pas forcément pleinement épanoui dans certaines choses, parce que comme c'est une institution justement qui a une certaine renommée, mhm, mhm, que mhm. les étudiants en plus ont été sélectionnés pour être de très bons étudiants, et surtout que c'était probablement le rêve de énormément de personnes Oui, mhm, mhm, mhm. qui sont rentrées, mais aussi des personnes qui ne sont pas rentrées. On ne sait pas du tout le nombre, enfin rien n'est communiqué sur le nombre d'étudiants qui arrêtent Sciences Oui. Po, qui Qui font se des réoriente, burn-out oui. Mhm, à mhm. Sciences Po.
tout ça. Pour autant, à faire un burn-out et arrêter Sciences Po, c'est pas des échecs en soi, mais je veux dire, c'est très difficile de se sentir normal dans cet environnement quand on se sent mal ou qu'on a l'impression de ne pas y arriver. Parce que justement, il y a cette espèce de tabou où on a l'impression que tout le monde y arrive et que tu es le seul justement à ne pas y arriver. Cette Ce qui fait opacité, que oui. Je vois totalement. l'opacité facilite au fait que tu te sentes dans l'échec. Je comprends totalement. Parce que je pense qu'avec plus de transparence, justement, tu te compares et tu te rends compte que chacun a ses difficultés, en fait. Et que finalement, là où toi, tu as l'impression de considérer ça comme un échec, c'est juste une forme de normalité. Et qu'effectivement, on reste des humains, donc on ne peut pas aller d'un point A à un point B toujours de manière hyper droite. Ouais, je comprends. C'est pour ça que j'ai beaucoup aimé les gens dans les premières années à Sciences Po qui étaient très décomplexés par rapport à ça, tu vois. Oui. Il y a des gens comme ça qui étaient juste chill. Ouais. Mais moi, j'ai une mentalité chill, mais le fait est que quand même, je suis exigeante envers moi-même. Et donc, il y a ce truc où je me dis, si les autres peuvent y arriver, pourquoi moi, je pourrais pas y arriver? En fait, j'ai pas envie de me sous-estimer. Et donc, je me dis que si les autres y arrivent, il n'y a aucune raison pour que moi, j'y arrive pas. Sauf que le fait est que, évidemment, on est tous différents, qu'on met pas nos priorités aux mêmes endroits, qu'on n'a pas tous les mêmes backgrounds, on pense pas tous de la même manière, etc. Et donc, c'est vrai que les premières années à Sciences Po, et même là, ma première année de master, j'ai replongé directement le nez dedans après un an d'échange. J'ai eu tendance à me dire, en fait, Jeanne, regarde, il y a tout le monde autour de toi qui gère, même si c'est difficile, et toi, tu es la seule à pas avoir envie d'y arriver, entre grosses parenthèses. Je suis d'accord avec toi aussi. Moi, je sais que pendant cette première année, parfois, j'ai été très ambitieux. Ouais. Par rapport, par exemple, je suis allé dans des cours niveau avancé, niveau quoi, alors que j'étais un petit débutant qui aurait jamais dû être en avancé, tu vois. Je pense que pour ce semestre, j'ai fait un petit peu mieux. J'ai aussi mieux réparti mes cours. Enfin, bon, là, c'est des détails d'organisation, c'est pas forcément intéressant. Mais j'ai beaucoup changé ce rapport au fait de rater aussi, tu vois. En bachelor, je voulais être vraiment dans les meilleurs, j'avais cette quête. Ouais. Et maintenant, je sais qu'en master, j'ai envie d'être le meilleur dans ce qui me plaît. Et j'ai pas la prétention de vouloir. Après, c'est aussi un petit peu le truc de ton cursus. Parce que Jeanne, comme on l'a dit, en administration publique. Ouais, il y a beaucoup de personnes qui veulent passer les concours Voilà. pour les grandes écoles d'administration publique. Et moi, j'avoue que j'ai pris cette spécialité parce que je voyais pas trop ce que je pouvais prendre d'autre. Que en soi, l'administration publique, ça m'intéressait. Parce que je trouvais ça intéressant d'avoir à la fois un pied dans les affaires européennes et avoir un pied aussi dans les affaires nationales. Parce que finalement, l'administration publique française et les relations européennes, ça s'entrechoque et ça se recoupe sur beaucoup de sujets. Par exemple, en droit public, on a énormément parlé du droit européen. Donc, je me suis dit que ça pouvait être complémentaire. Mais c'est vrai que je n'avais pas pensé au fait que c'est la spécialité vraiment phare de Sciences Po, qu'on ait une très grosse promo, on n'est pas du tout dans un contexte un peu plus de master familial où tout le monde se dit que c'est la dernière étape avant de rentrer dans le monde professionnel, puisqu'il y en a certains, c'est pas leur dernière étape, puisqu'ils vont passer un concours après. Donc il y a toujours ce rapport d'être le meilleur, de la compétition, qui moi, franchement, ne m'a jamais convenu. Et donc c'est vrai que c'était difficile pour moi de faire ma place et de me rendre compte que non, je n'ai pas envie de passer le concours, que pour autant mes cours m'intéressent, mais que je suis pas du tout dans cette dynamique de performance académique et de moi au final trouver ma place et de me dire que j'avais quand même de la valeur malgré le fait que j'étais pas dans la dynamique globale. Et ça c'est vrai que j'essaye de le faire de plus en plus, de prendre un peu plus de recul et de me dire bon certes Jeanne, toi ton objectif c'est très très loin d'être performante académiquement, mais tu as plein d'autres choses à côté et notamment parce que c'est vrai qu'il y a aussi toute la question du professionnel et de la carrière quoi. Et je me dis bah ouais mais moi qu'est-ce que j'ai à apporter si en plus de ça mes notes elles sont pas folles que tout ça. Et je me dis que par exemple moi un de mes points forts c'est le fait de relationner. Je suis très forte pour créer du lien avec les gens, pour parler même je suis avec très mauvais. Non mais voilà et au final donc là par exemple je me reconcentre un peu sur mes projets de carrière, je me dis bon bah qu'est-ce que après Sciences Po j'ai envie de faire pour que Sciences Po ait plus de sens, je me dis bah à quelle porte, quelle clé avoir ce master ça va m'ouvrir. Et là par exemple je me focus de plus en plus sur le fait d'éventuellement travailler dans la coopération et développement et donc j'essaye de rentrer énormément en contact avec des gens qui travaillent dans ce milieu-là pour discuter avec, pour éventuellement avoir des contacts et pour avancer petit à petit sur mon avenir professionnel et me donner un peu plus de cohérence et de consistance, quoi. Je comprends. Et de redonner du sens, finalement. Ouais, non, mais tu dis ça, mais c'est vraiment ça, redonner du sens. Redonner du sens. Moi, je sais que quand j'ai commencé ma prep l'année dernière,
Ouais. Je sais pas s'il y avait vraiment du sens dedans, tu vois, mais ça a Ouais. pris sens à mesure que je l'ai faite. Et ensuite, je suis monté sur scène, c'était cool. Mais au début, il n'y avait pas vraiment, j'avais pas de direction, tu vois. La direction est venue et c'est ce qui m'a fait aussi le kiffer. Du coup, Mhm. et c'est aussi ce que j'ai réussi à créer quand je suis arrivé à Sciences Po, à Reims. Enfin, tu es dans ton environnement, avec des nouvelles Mm. personnes, tu as l'impression d'avancer dans une direction avec ta promo. Du coup, ouais, la création de sens est vraiment très très importante. Moi j'aurais une question pour toi. Vas-y. Comment on rebondit après un échec? Ah, c'est compliqué, hein. Mhm, Mais bon, alors, pour vous donner un peu de contexte, donc j'ai pas mal parlé de mon premier semestre mhm, master, mhm, qui, en soi, a été vécu pour moi comme une forme d'échec, parce que mhm, je suis arrivée à la fin de mon master en étant vraiment à la limite du burn-out, quoi. mhm, mhm, J'ai traversé une période très compliquée psychologiquement, où j'ai même pas pu me présenter à mes 2 derniers examens, mhm, mhm, parce que j'étais à détresse émotionnelle, quoi, une forme de burn-out, mhm, donc j'ai mhm, pas pu mhm, me lever pour aller à mes examens, voilà. Donc là, énorme échec, l'impression de pas avoir bien choisi ses études, de ne mhm, pas mhm, avoir bien mhm. choisi son master, de ne pas être à la hauteur. Enfin bon, voilà, je vous fais tout le package, mais c'était à peu près ça. Et en plus de ça, d'être dans une ville dans laquelle, à côté de Madrid, j'avais l'impression de moins m'épanouir, puisque Mhm, Paris, c'est mhm, quand même mhm. assez compliqué comme ambiance. Donc voilà. Et donc, qu'est-ce que je pourrais vous conseiller Moi, qu'est-ce que j'ai fait pour rebondir après cette forme d'échec? Bon, déjà, je trouve que euh, agir et faire des choses, c'est hyper important. Ouais. Essayer de... Et le fait de faire d'autres choses, ça va amener une forme de réflexion qui va amener à avoir un regard différent sur ce qu'on considère être un échec, Mhm, qui au final n'en est peut-être pas un. mhm, Ou du mhm, moins, qui en était un à un moment donné et qui va s'avérer en fait être une clé pour avancer plus tard. mhm, Et moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris beaucoup de temps pour moi, évidemment avec mes proches, ma famille, tout ça, parce que ça fait du bien aussi de s'entourer avec des gens qui savent aussi vous redonner de la valeur quand on a mhm. l'impression qu'en fait, parce qu'un échec, c'est aussi une forme de baisse de confiance en soi aussi, quoi. Exactement, oui. Parce que si Mhm, on est aussi focus sur cet échec, c'est aussi le rapport qu'on a avec nous-mêmes et cette forme de confiance en soi où on se dit, je pensais que j'y arriverais et j'ai beau avoir l'impression d'avoir donné le maximum que je pouvais pour y arriver, j'y suis pas arrivée. mhm, mhm, Donc ça veut dire que je ne suis pas à la hauteur. mhm, Non, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas à la hauteur. Ça veut juste dire que peut-être qu'il y avait d'autres éléments à côté qui ont fait que ça n'a pas fonctionné. mhm, mhm. Donc j'ai pris beaucoup de temps avec ma famille, j'ai essayé de me reconcentrer sur la danse et aussi de faire de nouvelles choses. Faire beaucoup de Voilà. choses en Je même me temps. suis Mhm, mise à faire du tricot, je me suis mise à faire du collage, parce que moi, tout ce qui est un peu artistique, ça me détend énormément. Je me suis mise aussi à repenser mon temps et à repenser justement ce que j'avais envie de faire de mon temps. J'ai essayé de réinvestir aussi les endroits qui avaient été liés à cet échec. Par exemple, mes 2 dernières semaines de vacances, j'aurais pu partir en voyage et je me suis dit non, je vais rester 2 semaines à Paris, mais pour avoir un regard différent sur Paris. Je trouve que c'est hyper important de faire des choses qui font que tu vas avoir un regard différent sur les choses que tu as l'impression qui sont liées à ton échec. mhm, Par exemple, mhm, mhm, finalement, en passant 2 semaines sur Paris, je me suis dit, mais en fait, Paris, c'est chouette. En passant du temps dans mon appartement et en le réinvestissant, je me suis dit, en fait, mon appartement est chouette mhm, aussi, mhm, mhm, et tout ça. Et je pense que petit à petit, il faut effectivement mettre des choses en place pour que cet échec, même si ça reste une période difficile et mhm, tout ça, mhm, mhm. il soit plus du tout vu de la même manière, Ouais, quoi. je vois. Moi, c'est ce que j'ai fait. Et ça a fonctionné. Non, mais ça a bien fonctionné, ça a bien fonctionné. Très très intéressant ce que tu dis, beaucoup de value, je pense, pour les gens qui nous écoutent, parce qu'il y a pas mal de gens qui sont un peu plus jeunes généralement, tu vois. Ouais, Du coup, mais moi de la même façon, je sais que j'étais censé faire une troisième ou une quatrième scène, et que c'est des choses qui n'ont pas eu lieu, et j'en garde aussi un petit souvenir amer, ouais, parce que c'est des éléments d'organisation que j'ai pas été capable de mettre en place. Aussi un manque de préparation par rapport à l'investissement et au coût financier d'une saison de compétition. Si vous vous apprêtez à monter sur scène, multipliez le budget que vous avez prévu par deux, généralement. ouais. Sinon, vous allez vous retrouver comme moi dans des Airbnb un petit peu random. Moi, je me souviens que j'étais allé dans un... C'était très cool d'ailleurs, mais dans un logis où il y avait des gens qui faisaient du cyclisme qui venaient. Enfin, des endroits vraiment random, tu vois, Mm, qui n'étaient pas forcément propices au fait de juste de me reposer avant de monter sur scène. ouais, Mais voilà, j'ai aussi cette sensation un peu cuisante de ne pas avoir réussi ouais, quelque chose que je voulais vraiment faire l'année dernière. Et bah, de la même façon que toi, pour le surmonter, j'ai essayé de faire beaucoup de choses. Ça veut dire, comme tu dis, ne pas rester statique. ouais. Essayer de bouger
que ce soit physiquement ou intellectuellement, se confronter à d'autres choses, d'autres personnes. Et c'est aussi d'ailleurs pourquoi j'ai créé ce podcast, pour pouvoir discuter avec des gens, comme je suis dans des environnements très très différents. Par exemple, avec toi, je sais qu'il y a, je veux pas dire qu'il y a très peu de gens qui sont dans l'univers de la musculation, qui baignent aussi un Ouais. petit peu dans tout ce qui est intellectuel et l'univers Sciences Po. Mm. Mais voilà, c'est pas des lieux qui s'entrechoquent en permanence. Ouais. Et du coup, voilà, essayer de rencontrer des gens, voir des gens, discuter à des gens, lancer des projets, créer du contenu, moi, ça a Mm. été ma façon de le surmonter. Mais c'est vrai que sur le moment, on se sent pas très bien, on se sent un peu bête, c'est Ouais. très dur. Psychologiquement, même, c'est difficile. Ouais. Et moi, je sais qu'il y a eu une période où, par exemple, le fait de filmer mes séances et tout, c'était no go. Ouais. Je m'entraînais simplement, je gardais ça pour moi et c'était juste ma façon, tu vois, d'être là avec moi-même sur le moment. Mais je pense que le rapport justement au temps et à la manière dont on gère son temps, elle est Uh-huh. hyper importante aussi. Et la manière dont on voit aussi le temps qu'on a à consacrer est aussi important dans la manière dont on gère ses objectifs et donc ses échecs. Parce que moi, je sais que, je sais pas si c'est C'est vrai, l'environnement je dans vois ce que lequel tu on veux dire. vit ou le monde aussi dans lequel on vit, mais j'ai l'impression que notre temps est toujours considéré comme étant 36 000 fois plus extensible. Ouais. Comme s'il n'était pas limité finalement et qu'on n'avait pas aussi des contraintes qui sont juste corporelles et énergiques. C'est-à-dire que il y a des fois, il faut dormir, il y a des fois, il faut aussi prendre le temps de bien manger, et puis il y a des fois, on est malade. Enfin, il y a plein de choses qui rentrent aussi en compte dans la manière d'atteindre ses objectifs ou d'organiser son temps. Et je sais que moi, j'avais tendance à me dire que j'étais capable de tout faire. Et que si j'étais pas capable de tout faire, justement, c'est que j'étais pas à la hauteur. Alors que non, il faut aussi être conscient de ses propres limites, de son propre corps, de ses propres besoins, bon, évidemment de ses propres envies aussi. Et la manière dont j'ai repensé mon temps, et je me suis aussi dit, peut-être que des fois, faire moins, c'est faire mieux et faire plus. Là où avant, j'avais vraiment envie de dire oui à tout et de ne jamais perdre une opportunité parce que je me disais que j'aurais l'opportunité qu'une fois, etc. Ça m'a aussi beaucoup aidé justement à avoir un regard différent et à mieux gérer mon échec. En fait, je pense que si j'ai aussi mal vécu mes études ce premier semestre, c'est aussi parce que j'avais besoin de temps pour faire les autres choses qui m'épanouissent dans ma vie, mais que Sciences Po m'en laissait pas suffisamment le temps. Et que j'avais l'impression qu'en fait, si je rassemblais ces deux choses, ces deux gros blocs qui au final étaient énormément chronophages, j'allais y arriver et que juste en forçant un peu, c'est bon, j'allais passer mon premier semestre. Sauf que non, au bout d'un moment, il y a aussi moi et mon corps et ma tête. Et donc des fois, prendre le temps, même si je sais que c'est pas facile parce que encore une fois, on a l'impression que même avec les réseaux sociaux et tout va très vite. On a l'impression que... Et puis il y a beaucoup de mise en scène aussi, justement, avec les réseaux sociaux, Sciences Po, mais plein d'autres choses. On a l'impression que tout le monde réussit tout le temps, ou que pour réussir, en fait, il faut un laps de temps d'échec ou d'être dans le mal qui est très court, etc. Des fois, il faut aussi prendre le temps. Et être capable de se dire non, c'est pas grave si aujourd'hui je fais rien. C'est pas grave si aujourd'hui je prends le temps que de voir un pote ou enfin voilà, et d'être capable aussi de mettre ses propres limites qui sont évidemment propres à chacun, mais qui sont hyper importantes. Ouais, je suis d'accord avec toi. C'est très dur de subir. Moi, je trouve que c'est très dur de subir une situation, d'autant plus si c'est quelque chose, tu vois, qui occupe une grande partie de ton temps. Comme tu dis, j'aime beaucoup le fait que tu aies divisé un petit peu en deux mondes, parce que c'est la particularité que j'ai avec beaucoup de mes invités et moi aussi, d'avoir deux identités qui, je veux pas dire sont irréconciliables, mais on a l'impression qu'elles ont quand même du mal à aller ensemble. Tu vois, je sais que par exemple, je viens pas à Sciences Po en pantalon bariolé et tout, ou ce genre de choses. Enfin, c'est pas forcément des choses qui matchent. Et comment les faire fonctionner, c'est très très dur. C'est vrai que c'est compliqué. Même moi, souvent, quand je me présente comme étudiante de Sciences Po, alors que je suis dans une soirée latina en train de danser du reggaeton, les gens sont en mode pardon. Et je suis en mode ouais, mais c'est aussi une partie de moi, quoi. Enfin, voilà, encore une fois, peut-être que vous n'imaginiez pas qu'à Sciences Po, je puisse danser en leggings fluo et body rose. Mais si, moi j'aime bien après ce côté un peu avoir plusieurs identités, qui en fait n'en sont qu'une. Mais moi j'aime bien justement jouer ce truc d'avoir plusieurs identités. Et je trouve que c'est vrai qu'à Sciences Po Paris, même s'il y a plein de désavantages et tout ça, le fait que ce soit un gros campus te laisse un peu plus de place
pour exploiter ces différentes identités. Et comme Paris reste une C'est très vrai. grande ville où en fait tout le monde n'est que de grands inconnus pour tout le monde, j'ai beaucoup moins de mal dans les grandes villes à m'assumer et à essayer des choses. Là où, dans ma Normandie natale, bon, je suis pas née en Normandie, mais on va dire ça T'es comme né ça. à Paris. Je suis née à Paris, oupsie. Mais j'ai grandi toute ma vie à Verneuil-sur-Rap, d'accord. J'avais beaucoup plus, bon, j'étais beaucoup plus jeune aussi, mais j'ai beaucoup plus de mal à assumer une partie de mon identité, par exemple. Et peut-être l'une des dernières questions, est-ce que tu te verrais trouver une façon de faire rentrer cette identité dans Sciences Po? C'est-à-dire, Mais laquelle? un exemple très simple. Si on parle par exemple des collages, Ouais, Jeanne avait créé un compte Instagram où elle faisait des collages et elle partageait ça. ouais. Est-ce que tu te Il verrais est par toujours exemple, actif. qui est... Ah bon, il est actif? Bah oui, il est toujours là, mon compte Ah d'accord. collage. Mais du coup, est-ce que par exemple tu te verrais, une idée toute bête, créer une association de collage à Sciences Po? Je sais que Non, toi, tu as vraiment ce truc où tu es très... tu as beaucoup de passion. ouais. Du coup, est-ce que tu te verrais introduire l'une d'entre elles à Sciences Po? Je sais que tu es aussi cinéphile? Cinéphile. Bon, après, c'est un grand mot, hein. Je me suis mise à aller un peu au cinéma cette année, mais... Ouais, un peu au cinéma. Tu vas quand même au cinéma. Oui, bah, je vais en ciné-club, des trucs comme ça, mais... Mhm. Oui, bah, en fait, oui, j'aimerais bien, d'une certaine manière, si j'avais plus de temps, m'investir éventuellement dans une association, soit Mais pas l'association... t'investir. Créer ton Ah association, ouais, je veux non. dire. Non, Non? non. Ce serait pas quelque chose pour toi, à partir de l'une de tes passions qui serait pas vraiment implantée à Sciences Po, par exemple le tricot. Sciences Po Ah, il faudrait tricot. que je fasse Sciences Po Tricot. Ça se trouve, ça existe déjà hein, avec le BDA. Hein. Je vois déjà la collaboration entre Sciences Po Tricot et Sciences Po Raclette. Ah Proposer de oui, la raclette en ah faisant du oui, tricot. ce serait exceptionnel. Non, mais c'est vrai que je n'y pense pas, mais j'ai beaucoup de mal. Je pense que j'aime bien en fait garder le fait que Sciences Po, justement, comme on a dit que c'était très englobant, j'aime bien garder ce fait que Sciences Po n'englobe pas Je vois. toutes les parties de moi en fait. Et j'aime bien justement, et je trouve que pour avoir un équilibre, ou du moins pour moi ça fonctionne comme ça, je vois vraiment genre ma vie et mon être comme une maison avec plein plein de piliers. Et si j'avais un des piliers tombe, type ma réussite scolaire à Sciences Po, ou même une relation amoureuse ou ce genre de choses, j'aime bien que tous mes piliers ne soient pas genre rassemblés au même endroit et que s'il y en a un qui tombe, ma maison ne s'effondre pas, mais qu'au contraire, le fait que ce soit un peu bah, euh, réparti, que le poids de ma maison soit réparti sur tous ces piliers, ça fait que ça va le jour où un pilier va tomber, je serai pas complètement en train de m'effondrer quoi. Et ça, je trouve ça hyper important dans moi, dans la manière de me construire et d'avancer dans ma vie. J'ai vraiment besoin d'avoir un peu un pied partout, quoi. Comme un petit trépied de caméra, finalement. Voilà. Sachant que le trépied là sur lequel est ce téléphone est vraiment cassé. Mais c'est Mais exactement il ce que tu as tient. dit, il tient. Il tient. Parce que même s'il est un petit peu cassé sur l'un des pieds, il y a encore les deux autres pieds Pour le maintenir. pour le Est-ce que c'est pas soutenir. la plus belle illustration Ouais, je pense que c'est une magnifique conclusion, Voilà. Jeanne, de ce beau Oui. podcast. Est-ce que tu aurais peut-être le mot de la fin pour nos auditeurs, un petit truc à leur dire? Et après, moi, j'ai une ultime question pour toi, mais ça, c'est la D'accord. question du podcast. Ok, bon bah alors déjà, merci de nous avoir écoutés jusque-là, parce que franchement, votre temps reste très précieux, comme on l'a dit dans notre podcast. Et donc, merci d'avoir consacré de votre temps pour nous écouter. Prenez bien soin de vous et surtout, prenez du temps pour faire des choses que vous aimez, parce que finalement, vous êtes les seuls à pouvoir vivre votre vie. Waouh, c'est très très joli. Voilà. Et moi, j'aurais une ultime question. Est-ce qu'il y a une personne que tu voudrais avoir sur le podcast? Une personne en particulier, un thème, un sujet? Ça peut être des gens qui sont impossibles, tu vois. Ça peut être des gens de Sciences Po, ça peut être des enseignants, ça peut être... Tu peux nous avoir Dalida. Bon, sur cette belle réponse bien Sciences polémique, Euh, je vous remercie Non. de votre attention. Merci Merci beaucoup. beaucoup de m'avoir invité. Merci de nous avoir écoutés. Merci Et d'être venu, c'était un plaisir. bah moi j'ai adoré. Hein. N'hésite pas, si tu as kiffé l'épisode, à venir en commentaire nous dire Qu'est-ce que tout. t'as kiffé? Il y a aussi en commentaire, pas en commentaire, pardon, en description, les liens de Jeanne, Oui. voilà, dont on vous a déjà parlé à plein de reprises dans ce podcast. Venez commenter sur TikTok Sciences Po Tricot si vous pensez vraiment qu'il faut que je lance l'association. À la limite, je peux m'engager à faire une initiative étudiante si jamais. Et voilà. Et moi, je vous retrouve donc la semaine prochaine ou celle d'après dans un autre épisode du journal d'un bodybuilder. Merci beaucoup. Des poutous. Allez, des gros bisous. Ah, quel banger. Ben,